cheval pour le téléchargement des nouvelles données de course. L'icône programme vous permet la consultation des programmes de course à travers l'icône parier ici. Accédez aux différentes offres de PMU. Pour élaborer votre combinaison, appuyez simplement sur les numéros de chevaux partants. Cochez CC pour la combinaison complète. Le calcul du coût de la combinaison se fait automatiquement par l'application et le paiement intervient sur un simple clic du bouton valider. L'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur. L'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour. Une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari. L'icône mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons. Elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports. La rubrique journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONASE et les événements spéciaux. PMU Sénégal est aussi accessible par internet. Tapez simplement sur votre navigateur pmusénégal.sn. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue chez nous, bienvenue sur les antennes de la Une. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre matinale Quinqueliba, deuxième numéro de cette semaine en plateau. Vous retrouverez Hassan Sine pour la chronique e-administration. À ses côtés, Alioune Badara Khan qui se fera un plaisir de vous présenter nos invités de ce deuxième numéro de la semaine. Les capsules habituelles de cette émission, vous le savez, c'est d'abord le bulletin météo avec nos partenaires de la Nassim, la GIM, avec le coach Tandara bien évidemment. Et puis après 7h30, un rendez-vous à ne pas manquer, le rendez-vous d'infos sur la matinale, le bulletin d'infos, le tout en images. Nous attendons vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1 ce matin également. Participez au débat du jour et revenez sur les sujets qui concernent l'actualité et qui vous interpellent en ce moment. Le sommaire est à présent complet. Je vous invite à démarrer ce matin avec la capsule du coach Tandara. On bouge, c'est l'heure de la gym. Je vous retrouve dans un petit moment en plateau avec l'équipe. Bon début de journée à toutes et à tous. Et encore une fois, merci de votre fidélité. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Notre deuxième capsule de la semaine, toujours à Rufisque et Dynamique Sport, avec cette magnifique salle. Mesdames et messieurs, si vous ne l'avez pas encore visité, le coach d'eau, il est là, évidemment, avec ses multiples facettes. Alors aujourd'hui, un entraînement fonctionnel. C'est vrai que cet entraînement fonctionnel, mesdames et messieurs, et avec les haltères, vous allez voir le coach d'eau, c'est vrai, habitué à ce genre d'exercice, mais nous allons autant que faire se peut pour vous dire exactement les très bons conseils pour pratiquer justement cet entraînement fonctionnel. Alors là, c'est vrai que, mesdames et messieurs, si vous suivez même à la maison, la gym maison que nous avons vue... La météo est venue ou pas? Allez, vas-tu? Vous pouvez en tout cas imiter et vous allez trouver la bonne solution. Alors cela dit, mesdames et messieurs, je donne la parole au coach d'eau et après, on va revenir. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin sur la chaîne nationale, comme toujours. Et on vous dit un bonjour à tout le monde qui est là-bas au niveau du plateau. Et pour aujourd'hui, maintenant, on va présenter notre séance du jour. On aura le functional training avec des haltères. Pourquoi le functional training et pourquoi miser sur cette méthode d'entraînement? Parce que le functional training va vous permettre d'améliorer la qualité d'exécution des mouvements. Surtout ça va vous permettre de mieux éloigner ou bien de mieux isoler les muscles moteurs, les muscles ciblés pour afin maximiser les gains et avoir les résultats les plus efficaces possibles. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations des exercices et restez connectés. Vous savez, l'adduction, elle est importante, tout comme l'abduction, c'est les deux. Évidemment, l'éloignement et le rapprochement des rayons osseux. Alors, ceci, les gymnastes, vous connaissez bien, ça fait véritablement beaucoup de bien, puisqu'au niveau du renforcement. Et donc, mesdames et messieurs, voilà que se termine cet exercice gym personnalisé avec le coach d'eau. Et donc, encore une fois, ils sont importants ces étirements. Ça vous permet de travailler
de préparer le travail du lendemain, puisque, mesdames et messieurs, n'y allez jamais avec des toxines au niveau du corps. Il faut tout enlever, puisque vous avez laissé l'acide lactique, qui donc est le déchet ultime du glucogène. Et là, il faut s'en débarrasser pour mieux préparer l'entraînement du lendemain. Allez, sur ce, je vais donner la parole dans quelques instants au coach Do. Madame, Monsieur, nous revoilà. J'espère que vous avez bien suivi les démonstrations et vous avez vu avec les exercices qu'on vous a proposés, qui sont la plupart d'entre eux des exercices polyarticulaires qui sollicitent plusieurs groupes musculaires. Alors, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Voilà, merci, coach Do. Et fidèle à nos habitudes, mesdames et messieurs, comme vous le savez, évidemment, avec ce genre d'entraînement fonctionnel, c'est vrai que par moment aussi, vous avez des articulations polyarticulaires et qui vont vous permettre, en tout cas, de travailler un groupe musculaire. Les articulations aussi, ça bouge beaucoup, mais croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est des renforcements qui sont importants. Évidemment, j'ai l'habitude de dire, même pour les sportifs assez chevronnés, des sportifs qui sont au haut sommet, mais qui ont besoin de faire cet entraînement fonctionnel, puisque cet entraînement fonctionnel, mesdames et messieurs, ça va vous renforcer. Alors je disais, au fur et à mesure que la saison avance, vous perdez en puissance, et donc il faut renforcer et les muscles et les articulations, et tout est jeu. Alors cela dit, mesdames et messieurs, le rendez-vous demain, ici même. Merci, coach Tandara, pour toutes ces explications et ces démonstrations également. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent juste à l'instant. J'accueille l'équipe dans un petit moment. Le temps de découvrir les prévisions du jour. Bulletin météo local. Dans un petit moment, on se retrouve en plateau pour la suite. Ne bougez surtout pas. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs de Kenkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce mardi reste marquée par un ciel nuageux qui s'est étendu vers la partie sud du pays, c'est-à-dire l'axe Kédougou vers Ziguinchor. Et au cours de la journée, vers l'après-midi, un temps chaud sera à nouveau ressenti à l'intérieur des terres, notamment au centre vers la partie nord du pays. L'animation satellitale nous montre donc des passages nuageux qui seront attendus au nord et centre du pays et vers la partie sud du pays. Comme vous pouvez le voir, c'est un ciel nuageux qui sera attendu sur l'axe Kédougou allant vers Ziguinchor. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour cette journée, donc c'est ça, un ciel nuageux qui sera attendu sur Kédougou, Tamba, Bakel, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor avec des risques de faibles, donc des risques très faibles de pluie attendus au niveau de ces localités. Sur l'est du pays, c'est un temps stable avec un ciel ensoleillé, avec une bonne présence du roi soleil qui sera noté au nord et centre du pays. 6h39, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément qui donnait justement les prévisions du jour. L'équipe m'a rejoint entre-temps en plateau. Bienvenue à tous, bonjour. Bonjour Hassan, bonjour Alioune. Comment ça va ce matin? Bien réveillé au taquet? Ah, des Weneti, mon cher. Ah oui, c'est vrai. J'attends toujours mon gros morceau de mouton. Hein. Tu n'y échapperas pas, mon cher Hassan. Pour toi, c'est non, j'attends. Alors, qui sont nos invités pour ce deuxième numéro de la semaine? Alors, nous aurons le plaisir pour ce deuxième numéro de la semaine de recevoir deux invités. On va dire, ça va faire un spécial santé à la limite. Hein. Non, ça va être même un spécial santé, avec déjà la présence sur ce plateau de Madame Kébé, Khadijatou Sarr Kébé, qui est la directrice du Centre hospitalier national universitaire de Fann. Mais elle est là surtout en sa qualité de présidente de ce vaste réseau qui regroupe les structures hospitalières de l'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes, qui se dirigent donc vers leur 12e rencontre. Et Dakar aura l'insigne honneur donc de les recevoir. Et ça sera l'occasion véritablement de revenir sur la certification de ces structures hospitalières. Donc il est question, j'imagine bien, de parler un peu de la qualité de service. Ici au Sénégal, on revient souvent sur donc, la qualité de l'accueil dans nos différentes structures de santé. Ce sera l'occasion de vous poser la question et de voir les efforts qui sont en train d'être faits par les structures de santé pour un meilleur accueil, disons, donc, de ce public-là qui en demande. Et à sa suite, le docteur Cissé, docteur Ahmadou Fall Cissé, qui est endocrinologue, diabétologue, nutritionniste.
Il est surtout là en sa qualité de membre donc, de cette association qui se bat beaucoup pour une meilleure prise en charge, en tout cas, de cette couche si vulnérable que sont les tout-petits par rapport à la lutte contre le diabète. Donc, ce sera l'occasion de revenir sur l'association AEDES, ce que vous êtes en train de faire pour ces enfants, donc vous êtes au chevet. Et puis également sur voilà, les politiques publiques, est-ce qu'elles ont bien fini de prendre en compte également cette couche-là si vulnérable. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous. Et puis, disons, profitez de votre casquette de médecin pour faire un rappel pédagogique sur le diabète, parce qu'on a tendance à croire qu'au Sénégal, le diabète ne concerne pas les tout-petits. Et pourtant, nous tous, nous sommes de potentiels diabétiques. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec nos deux invités, Sarah. Mardi santé finalement sur Quinqueliba. Madame Kébé, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bien réveillé. On vous a servi du Quinqueliba déjà ou pas? Merci. Déjà, très bien. C'est comme ça que nous accueillons nos invités sur ce plateau. Docteur Cissé, comment allez-vous ce matin? Bien réveillé également. Merci d'être sur le plateau avec nous aujourd'hui. Je n'ai pas annoncé la revue des titres. Ce sera dans un petit moment, évidemment. Vous êtes déjà habitués à cela. Tous les matins, nous vous proposons maintenant la une de quelques quotidiens que nous avons reçus. Hassan, ton sujet de ce matin? Alors, nous allons revenir aujourd'hui sur la digitalisation de l'état civil. Il y a d'importantes avancées qui ont été notées ces derniers temps, avec notamment le ministère en charge des collectivités territoriales et aussi l'AMS, l'association des maires du Sénégal. Je reviendrai également sur la loi d'orientation sur la gouvernance des données qui a fait l'objet d'un atelier la semaine dernière. Très bien. 3 sujets finalement ce matin. L'état civil, je t'attendais sur ce sujet, d'autant que la grève se poursuit dans les services d'état civil. C'est compliqué en ce moment. Hier encore, j'étais à Gaspard Camara, il y avait du monde, et les gens ont même décidé de barricader un peu la route pour protester parce qu'on attend toujours ces fameux certificats, extraits de naissance et autres qui vont permettre à certains de passer certains concours. Et je pense que l'État doit se saisir encore une fois de cette question pour trouver des solutions. On en reparle dans un petit moment. L'actualité avec la revue des titres, eh bien ce matin, vous le savez, vous l'avez probablement appris hier, c'est le bras de fer entre l'État et les meuniers finalement. L'État qui met en demeure justement les meuniers pour qu'ils puissent respecter la baisse annoncée sur les prix, et notamment celui de la farine. Est-ce que déjà chez vous, c'est la première question avant de découvrir la une du quotidien Le Soleil, vous avez constaté que les boulangers ou en tout cas les boutiquiers ont respecté le prix fixé maintenant à 150 francs pour la baguette? Hassan. Depuis hier, je n'ai pas eu l'occasion d'aller acheter du pain. C'est pas un rituel. D'accord. Mais je vois en tout cas sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que chez eux c'est appliqué, d'autres qui disent qu'il y a des récalcitrants. Qui n'appliquent pas encore. Docteur Cissé. Oui, vous n'avez pas mangé du pain hier? Encore acheté du pain? Ah, Madame Kébé. Oui, forcément. Monsieur Kébé dit que le prix a baissé. Ah, ben voilà, donc c'est passé à 150. Donc c'est monsieur qui achète du pain finalement. C'est lui qui achète le pain. Ah, c'est bien, c'est un gentleman finalement, monsieur Cissé. À l'une? Ben, j'ai fait de l'investigation parce que je voulais être le Zorro de la cité Salam en cas de refus de certains de nos amis boutiquiers du coin, mais on m'a signalé qu'ils ont appliqué le juste prix. C'est 150 francs la baguette. Bon, chez moi, pas encore. Moi, j'ai acheté hier à 175. En région, il paraît que ce n'est pas le cas. Ouais. Mais c'est aux Sénégalais, tout simplement, de faire appliquer la loi. Et à l'État. C'est qui est mis à leur disposition. Et à l'État, justement, et en parlant d'État, on va découvrir la une du quotidien Le Soleil de ce matin. Arrêt de la production de la farine boulangère par les meuniers. C'est à la une du quotidien de service public. L'État brandit la baguette. J'aime beaucoup ce jeu de mots pour dire tout simplement, hier c'était également dans les quotidiens que nous avons reçus, les meuniers ont décidé de ne pas respecter ou en tout cas appliquer cette baisse. Conséquence, évidemment, s'ils restent sur leur position, le prix du pain ne pourra pas baisser, on pourra comprendre les boulangers. L'État qui décide donc de mettre en demeure les meuniers afin d'assurer l'approvisionnement correct du marché. Le gouvernement a assuré qu'il prendra toutes ses responsabilités. Des missions d'inspection seront envoyées dans les minoteries afin d'évaluer les stocks en circulation. Conférence de presse d'ailleurs du ministre hier, hein, vous avez peut-être suivi cela sur nos antennes à l'une. Réaction ce matin. L'État qui tient son rôle. Oui, l'État est dans son rôle. Je pense que quand même, si l'État a pris la difficile décision de renoncer à pas mal de taxes qui auraient pu gonfler le trésor public, je crois que quand même c'est pas compliqué ce qu'il demande en retour aux meuniers. Donc de faire quand même preuve de solidarité et de compassion et d'empathie par rapport donc aux consommateurs sénégalais qui sont vraiment
voilà, pris en tenaille entre toutes ces différentes fluctuations-là des prix donc, voilà, des denrées de première nécessité. D'autant plus que quand même, je crois que c'est dans leur corde, parce que quand on voit un peu le cours mondial du blé, il a vraiment chuté de 30%. Et c'est depuis un certain temps. Il y a une certaine régularité sur la baisse donc, des prix du blé à l'international. Cela ne saurait plus être une excuse pour nos meuniers-là, pour ne pas eux aussi suivre le rythme-là. Parce que ce que l'on constate à chaque fois qu'il y a une petite légère augmentation, on va le dire, une légère augmentation des cours mondiaux, ils s'empressent d'augmenter, de mettre la pression sur l'État et là on est obligé d'augmenter. Mais quand il y a l'effet inverse, quand il y a une baisse, là ils font le mort. Mais cette fois-ci, l'État leur a fait une piqûre de rappel. Chers amis meuniers, les cours mondiaux ont baissé, donc suivez le rythme aussi, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été consentis quand même par les décideurs pour leur permettre d'être à l'aise, d'autant plus que hier il y a une enquête qui est sortie, ils sont dans l'ordre de 14 milliards à 5 voire 4 de bénéfices nets, donc ça veut dire qu'ils ne font pas de perte, donc véritablement je crois que c'est dans leur possibilité que de suivre donc cette volonté-là populaire. En tout cas l'État a le soutien de la population. Et quand un État s'adosse à sa population, je pense que rien ne peut lui résister. Et justement, à la page 9 du Soleil, sur la période de mars à juin 2024, il est apparu que la subvention ne dépasserait pas 225 francs CFA par sac de 50 kg. D'autres chiffres à retrouver dans les colonnes du Soleil également. Hassan, les meuniers face à l'État du Sénégal. Oui, il fallait s'y attendre, hein, parce que depuis qu'on a annoncé en tout cas la baisse des denrées de première nécessité, ce sont les boulangers que j'entendais d'abord parler de l'impossibilité de baisser le prix. Donc il fallait vraiment batailler avec eux pour qu'ils acceptent cette baisse. Mais je pense que c'est une demande nationale, quoi, et que l'effort doit être de tous les côtés. Les meuniers, les boulangers, ils doivent aussi accepter cette baisse-là parce que tout le monde en profite. Et Alioune a parlé de leurs bénéfices. Donc, quand on a des milliards de bénéfices comme ça ne coûte rien de baisser un petit 10 francs ou 15 francs sur la baguette du pain, même si ça peut donner un montant colossal à la fin. En tout cas, quand j'ai écouté hier le ministre du Commerce expliquer un peu le processus et également le travail des meuniers, on a compris que c'est un message qu'il leur lançait en leur disant « je sais ce que vous faites, voilà, je sais combien vous avez et nous avons d'autres alternatives si vous n'acceptez pas cette baisse ». Donc je pense qu'ils vont accepter. Et en parlant justement d'alternatives, docteur Cissé, le matin on n'est pas forcément obligé de prendre du pain. C'est vrai qu'ici c'est dans nos habitudes. Dans la journée, il faut forcément qu'on mange du pain, un peu comme le riz, mais il y a d'autres alternatives. Et pour les enfants et pour les grands, pour le petit déjeuner par exemple, on peut se tourner vers d'autres céréales. Impératif, ce que vous dites est tellement vrai, mais bon, c'est juste une histoire d'habitude. Juste habitué à prendre le pain le matin, ben bon, ce ne serait même pas l'idéal. C'est juste au petit matin, il y a beaucoup de pain, élever ses index glycémiques, vous imaginez. Alors qu'à côté, on peut avoir énormément de choses qu'on pourrait consommer. On a beaucoup de choses, on a le blé, on a le mil, on a beaucoup de céréales qu'on pourrait utiliser. Il y a des bouillies qu'on peut prendre le matin, le il y a beaucoup de choses. Oui. Quelqu'un peut se lever et se dire que bon, au petit déjeuner, je vais juste prendre des fruits, je vais prendre du lait et puis c'est fini. Ce n'est pas obligatoire qu'on devrait prendre du pain, mais c'est juste par habitude. Même chez nos profils patients qui seraient diabétiques, là, c'est un peu compliqué de leur faire comprendre que ce n'est pas par force que vous devez aller prendre du pain. Mais bon, voilà, comme on est habitué à ça, on va juste accompagner nos populations, puis essayer tant que possible, essayer d'améliorer les choses. Et ceci passerait par une bonne communication. Changer des habitudes, c'est un peu difficile, mais progressivement, ça peut aller. Madame Kébé, votre réaction sur ce sujet-là. Et puis généralement, ce sont les femmes qui préparent ou en tout cas présentent les plats et les mets dans nos maisons. Si on commence peut-être à changer un peu ce qu'on propose le matin sur la table, ça peut aussi arranger les choses. Tout à fait, c'est extrêmement important ce changement. Et ce changement ne pourra venir que des foyers, et des femmes qui préparent et que notre principal problème au Sénégal, nous voulons manger régulièrement et de manière constante ce que nous ne produisons pas. Donc, c'est ça, un bon fondé le matin, chaud,
C'est l'idéal. Ça tient bien. Hein. Ça tient bien. Ça tient bien, absolument. bien. Absolument, je suis tout à fait La d'accord. consommation du pain, c'est le fruit en fait du conditionnement colonial. Bon, il fallait bien trouver des débouchés à certains produits, peut-être de colonies. Donc les choses étaient organisées ainsi. Donc vous, Sénégalais, surtout Sérères, donc vous allez consommer du pain pour permettre d'écouler le blé, par exemple, je ne sais pas, qui nous viendrait d'une autre colonie. C'est comme ça qu'ils nous ont tenus en laisse pendant des siècles. Maintenant, c'est aux Africains véritablement également de faire le succès nécessaire, de retrouver leurs bonnes vieilles habitudes alimentaires et qui nous fortifiaient très bien et qui faisaient qu'il y a certaines maladies qu'on ne connaissait pas en Afrique, comme le diabète, les tensions et j'en passe. Oui, tout à fait je crois que les nutritionnistes également, comme vous, docteur, sont invités véritablement à faire ce travail-là, à faire ce plaidoyer pour changer un peu les consciences et puis nous amener quand même à croire qu'il y a du bon dans les autres produits. Tout à fait. Voilà. Il y a des bouillies de maïs aussi qui sont excellentes, très nutritives d'ailleurs pour les enfants et même pour les grands. Je disais donc que le ministre du Commerce et le secrétaire général du gouvernement étaient donc face à la presse hier. On reviendra sur tout cela dans le bulletin d'info après 7h30. La une du quotidien Yordior, on poursuit la revue des titres de ce matin sur la réticence à se conformer aux nouveaux prix. Toujours le sujet revient. L'État tape du poing sur la table et met en demeure les meuniers. À la une, vous apercevez justement la photo du ministre du Commerce et du secrétaire général du gouvernement. Le mandat qui revient également sur ce même sujet, j'allais dire, avec la réduction du coût des denrées de première nécessité, la baisse actée par le ministre du Commerce. On nous parle également du dispositif de surveillance sanitaire. Ce dispositif est renforcé, une communication catastrophique sur la Covid dénoncée par nos confrères du mandat ce matin à l'heure une. En tout cas, nous, hier, on en parlait parce que le ministère a communiqué sur le sujet en nous disant que la Covid était de retour et qu'il y avait beaucoup de pèlerins revenus de la Mecque qui, aujourd'hui, sont malades. Maintenant, on sait quoi faire face à la Covid. Les populations doivent être averties et respecter les gestes barrières. Peut-être c'est ça le grand défi aujourd'hui, Madame Kébé. Absolument. Je pense que la communication du ministère de la Santé a vraiment mis le focus et que les populations ont été toujours exhortées à respecter les gestes barrières et à prendre les dispositions qui s'imposent. Les services du ministère de la Santé aussi, principalement la direction de la prévention, ils sont aux aguets pour vraiment, parce que le travail au niveau du ministère ne s'est jamais arrêté par rapport à la gestion de ces cas-là, bien que ça a baissé, mais le travail n'a jamais arrêté et ils seront toujours aux aguets, en état de veille. Comment on va faire pour les Ganalais? J'en parlais hier. Hein. Mais bon, je pense que... C'est déjà lancé. Hein? Mais c'est déjà lancé, mais il ne faut pas aussi, comme l'a dit le docteur Bousso, un grand spécialiste en la matière aussi, un homme très réfléchi, ne pas s'enflammer, ne pas également créer une certaine psychose. Voilà, ça ne concerne pas que le Sénégal et je crois qu'à ce niveau, quand même, on est bien loti, on a un personnel qualifié. Faire, oui. On a vu pire avec au plus fort de la pandémie, quand même le Sénégal a bien résisté. Le nombre de décès quand même était relativement faible, voire presque nul comparé aux autres pays vraiment affectés durement de plein fouet, bien sûr par la Covid. Je crois que quand même il y a assez de ressorts pour qu'on puisse faire face à cette petite remontée, disons, de la Covid, quoi. Je crois que c'est un peu l'essence même de son message. On sait quoi faire. Tomber dans la psychose. Non, on a dit hier, il ne faut pas paniquer. La ça. Covid, on connaît maintenant, donc on sait exactement quoi faire. Ce n'est pas nouveau. Et puis, on le sait, les nouveaux variants sont moins virulents que le premier qu'on a eu à découvrir. Donc, nos médecins sont plus aguerris également pour prendre en charge ces cas, n'est-ce pas, docteur Cissé? Oui, tout à fait. On a une population qui a juste besoin d'être informée de la présence de cette infection qui est là pour qu'ils puissent prendre en charge. Toutes les informations, je pense, ont été mises au devant. Donc, il suffit juste qu'on soit bien informé que c'est revenu pour que les gens puissent reprendre les mesures barrières. C'est ça, tout à fait. Et puis bon, les gens qui reviennent, qui se savent un peu malades ou pas, peuvent aussi s'isoler un tout petit peu quelques jours, le temps de voir s'ils sont malades ou pas. Et puis quand on ne se sent pas bien, encore une fois, on va tout simplement consulter un médecin, on va à l'hôpital très vite. À la une du quotidien, là, c'est bien l'arrêt de la production de farine, l'État qui menace les meuniers de ces foudres
Vous retrouvez ce titre à la une du quotidien LAS, justement. Et puis, après plusieurs années de lutte citoyenne, il y en a marre. Le projet est la fin de l'histoire, comptée par nos confrères également aujourd'hui. On passe à la une de 24 heures Info. Le sujet sur la baisse, ou en tout cas le retrait et l'arrêt provisoire des meuniers suite à la baisse du prix de la farine de 19 200 à 15 200 est à la une. L'exécutif tacle les meuniers. Le gouvernement condamne fermement cette attitude et met en demeure les minoteries de poursuivre les activités de production de farine dans le respect des prix nouvellement arrêtés. La une du quotidien Sud Quotidien, oui, ça aussi c'est l'actualité du jour, il faut qu'on en parle. Examen du CFE, entrée en 6e 2024, à 301 830 potaches font le grand plongeon ce matin. 170 266 filles, soit 56,41%, ça veut dire qu'il y a plus de filles, des effectifs, 1978 centres d'examen, d'autres chiffres, 69 730 candidats sans état civil, on va en reparler tout à l'heure, soit plus de 39 404 de plus que l'année précédente. Un petit mot pour les potaches ce matin. Bonne chance à eux, le CFE, Oui, donc en 6e. bonne chance à eux. C'est un grand moment pour eux quand on se souvient de comment on préparait ça et la veille, comment on était et tout, l'attente des résultats, l'attente des épreuves et tout. Franchement, leur souhaiter bonne chance et bon courage. Tu n'avais pas le fameux stylo magique, toi, non? Ah si, on avait prié pour moi sur le stylo. On avait prié pour toi sur le... beaucoup de chance. Pour le stylo également. Le fameux stylo. Il y a plus de filles finalement que de garçons, en tout cas à ce niveau-là, ce qui est une excellente chose. Par contre, on se rend compte que plus on évolue, plus on avance dans le secondaire, ça baisse. Ouais. Et il faut évidemment travailler sur ces questions-là. Peut-être un petit commentaire, docteur Cissé? Oui, bon, je dirais comme d'habitude, toujours beaucoup plus de filles que de garçons. C'est normal. Mais bon, on sait qu'avec le circuit et notre culture, les filles qui entrent dans le mariage, souvent sont retirées un peu du système éducatif, ce qui n'est vraiment pas à conseiller, parce qu'on a aussi besoin des filles pour le meilleur développement de notre pays. Absolument, donc, tout à fait. Je pense qu'ils doivent être maintenus dans le système éducatif pour eux et pour la population. Le secret de la réussite au CFE, à votre avis, Madame Kébé, c'est quoi? C'est d'abord l'assiduité scolaire. Et je pense que c'est un grand moment. C'est le premier presque examen que nous passons. C'est l'assiduité. On passe le CFE. Il y a des élèves qui sont bons et qui échouent. Donc, c'est l'assiduité et le calme. Il faut vraiment garder son calme. Garder son calme. Est-ce que c'est pas parfois l'entourage qui met la pression aux enfants? Il y a les trop parents, de pression. Les parents, on a tellement peur. Après, bon, parfois aussi l'encadrement quand ils arrivent. Il faut rassurer ces jeunes, les surveillants et tout ça. Tout le monde doit les aider à être bien. Je pense que tu lis dans mes pensées. C'est ce que je voulais dire. Il y a trop de ne pas pression. trop mettre la pression sur les enfants. Oui. Parce qu'à cet âge-là, ils ne sont pas dans une concurrence. Non, du tout. Voilà. Le plus important, c'est qu'ils soient dans le bon circuit, sur le ça. bon chemin, qu'ils aient de bonnes moyennes. Juste ça. C'est ce dont on a besoin, en tout cas d'eux. Et de ne pas trop leur mettre ça dans la tête, qu'il faut toujours être le premier. Surtout, bon, vous savez comment souvent certaines de vos sœurs sont. Elles sont toujours dans la concurrence. C'est pas que les dames, c'est les hommes aussi, c'est les papas. Quand elles habitent dans la grande famille, l'enfant de l'autre là, qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Est-ce qu'il doit être beaucoup plus digne que toi? Est-ce qu'il doit avoir, je ne sais pas, mieux note que toi? Il faut cravacher. Moi, ta maman, j'ai tellement souffert dans cette cour. Il faut m'honorer le jour de l'examen. Et ça, c'est des choses que vous le dites à un enfant. Ça impacte. Mais ce n'est pas que les dames qui le disent, les hommes aussi. Mais souvent les dames, parce que nous sommes beaucoup plus relaxés que les hommes. Et donc, vraiment, je pense que j'invite tous les parents à avoir vitalement à ne pas avoir une telle approche, à être beaucoup plus pédagogue dans l'accompagnement de leurs enfants. Oui. Et voilà, de ne pas trop leur mettre cette pression inutile. Je suis d'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les enfants, dès l'instant qu'ils bénéficient du minimum, sont bien outillés pour réussir quand même le CFE. En tout cas, bonne chance à eux. On a 2 candidats dans l'équipe. On a des parents qui ont
des enfants qui sont candidats. Vous aurez compris, on a des neveux qui sont candidats. Donc, il y a le fils de Aminata Bokoum qui assure le maquillage cette semaine sur Kinkeliba, qui passe le CFE. Et le fils de notre Cathy Barak, notre accessoiriste, qui prépare également pour nous ce bon Kinkeliba. Donc, bonne chance à nos neveux et à tous les potages qui passent le CFE. Réumi Quotidien, on avance très rapidement. Il est déjà 7 heures. Docteur Bousso est à la une sur les cas de Covid recensés chez les pèlerins. Il déclare ceci: il faut éviter de créer une crise qui n'existe pas. On le disait, il ne faut absolument pas paniquer malgré ces cas qui ont été détectés. Besby le jour maintenant. Reportage, vente et port de masques contre la Covid-19. On n'en fait plus un cas finalement. J'ai acheté 2 cartons de masques, mais je risque de tout perdre. C'est vrai qu'à une époque, c'était un commerce très lucratif. On a acheté des masques à 5 000 donc un seul masque à 5 000 au début. Dans cette équipe, il y en a qui se sont fait un retour sur investissement incroyable. Hein. Beaucoup mais d'argent. Je ne dévoilerai pas le nom, hein, ou bien les noms. J'en connais quelques-uns. Quelques-unes, je vais dire. Quelques-unes, oui. Dans cette équipe de la matinale. 5 000 le masque, 2 000 le masque. Bon, on est bien loin de tout ça, heureusement. Euro 2024 pour terminer la revue des titres de ce matin. Face à la Pologne, la France pour retrouver Mbappé. Jouera-t-il, ne jouera-t-il pas? C'est la grande question aussi. Bon, parce qu'on sait qu'il s'est blessé lors du premier match des Bleus, bien évidemment. À la une également. Première participation au JO avec Sadio Gana Kouyaté. Le rappel à retrouver dans les colonnes de Stade de ce matin. Et ce sera tout pour la revue des titres du jour. Merci de l'avoir suivi. On va souhaiter une excellente journée à Habib Mbaye qui nous regarde ce matin et qui dit que le fondait est excellent et qu'il pourrait parfaitement remplacer le pain sur nos tables. C'est à ça que je pensais quand on parlait d'alternatives pour le petit déjeuner. Oui, du fondait. Oui. Et récemment, j'ai découvert un nouveau fondé qu'on appelle fondé Peul. C'est fait avec du maïs. Et ça se digère très, très, très vite. Ah oui? Oui. Le fondé Peul. Il faut que tu nous emmènes ça pour qu'on goûte sur le plateau. Allez, on va poursuivre le magazine maintenant avec ta chronique e-administration. Et c'est juste après ceci. Ah, le message d'Abibou, il est encore plus drôle. Il dit: merci à Kinkeliba de m'avoir encouragé ce matin à sortir mon fondé du frigo et d'en déguster. Il est fraîche. Franchement, l'heure de mettre fin au dictat du pain, de passer définitivement au fondé et aux beignets de goutte. Pourquoi pas? Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais les beignets font l'affaire. On ne peut pas continuer à dépendre autant pour moi de la Russie et de l'Ukraine qui autant sont en guerre et vouloir développer ce pays. Changeons de mentalité. Vous m'invitez au délicieux Kinkeliba. Moi, je vous invite à mon fondé. Vive l'indépendance culinaire, dit-il. Merci mon cher Abibou pour ce magnifique message ce matin. Parfait. La chronique e-administration, ce matin, on démarre avec les questions d'état civil. Alors, les questions d'état civil, mais avant, je parlerai donc de cette loi d'orientation qui a fait l'objet d'un atelier entre les différents acteurs de l'écosystème du numérique, donc piloté par le ministère en charge du numérique. Donc, c'est une directive du président de la République lors du Conseil des ministres du 17 avril. Il avait demandé donc au ministère en charge de cette question de proposer une loi d'orientation sur la gestion des données et sur leur sécurisation. Et donc, un premier atelier s'est réuni. C'était en quelque sorte pour recueillir les avis des uns et des autres. Et c'était donc jeudi passé, c'était sur 2 jours, dirigé donc par le ministère en présence de la secrétaire générale du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Je vous propose de suivre cet élément de Saliou Seck. C'est une rencontre qui entre dans le cadre de la promotion de la souveraineté numérique. À travers cet atelier, ces acteurs de l'écosystème numérique mettent en œuvre les instructions du chef de l'État lors du Conseil des ministres du 17 avril 2024 concernant l'élaboration d'un projet de loi d'orientation sur les données et leur sécurisation. La loi d'orientation sur les données que nous nous apprêtons à discuter aujourd'hui est la première initiative pour traduire en actes concrets les directives de M. le Président de la République. Cette loi sera le pilier juridique et réglementaire qui soutiendra notre stratégie nationale sur les données et assurera la protection et la valorisation des informations. Elle définira les principes et règles nécessaires pour une gestion efficace et sécurisée des données, tout en favorisant l'innovation et la croissance économique
sous l'impulsion de M. le ministre Alioune Sall. La mise en place d'un nouveau cadre législatif relatif aux données est donc une priorité pour le gouvernement, tout comme la souveraineté numérique. La souveraineté numérique est essentielle pour préserver notre indépendance et notre intégrité dans un monde de plus en plus interconnecté et digitalisé. En sécurisant nos données, nous protégerons non seulement les informations sensibles et personnelles de nos citoyens et les informations publiques, mais nous assurerons également la résilience de nos infrastructures critiques face aux cybermenaces croissantes. Ces initiatives visent ainsi l'atteinte de la souveraineté numérique. À terme, notre pays devra disposer d'un secteur numérique performant et plus sécurisé. Allez, retour en plateau. Cette nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle va changer finalement? Alors, vous savez, le Sénégal a une stratégie des données. C'est le ministère en charge du numérique qui a travaillé là-dessus depuis 2023. Et donc, qui parle de données, parle de leur sécurisation et de leur gestion, parce qu'on sait que le pouvoir maintenant, ce sont les données. Hein? On en a parlé ici, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'état civil, on va y revenir. Et dans tous les domaines, dans tous les secteurs, la gestion des données est un challenge, c'est un défi à relever. Et donc, c'est pour vraiment aller très vite sur le sujet que le président de la République a demandé à ce qu'on lui propose cette loi d'orientation sur la gestion de nos données. Et donc, cette première étape a été franchie et je pense que le processus va aller très vite puisque les acteurs sont conscients des enjeux autour donc, de la gestion de manière générale des données et de leur sécurisation surtout. Très bien. Deuxième sujet ce matin, on va parler de la digitalisation de l'état civil. Le projet avance plutôt bien. Oui, le projet NECAL dont on a parlé à plusieurs reprises ici et qui a franchi une nouvelle étape également avec le ministre en charge des collectivités territoriales, de l'aménagement du territoire et donc de l'urbanisme, qui a présidé la remise d'un lot de matériel aux collectivités locales, à certaines mairies, donc pour les appuyer dans leur digitalisation. C'est sur un financement de l'Union européenne. On parle d'un montant de 1,2 milliard et ce n'est qu'une première étape puisque l'ensemble des communes est concerné. Et donc, je vous propose également là de suivre cet élément du même Saliou Seck. L'acte est symbolique, il entre dans le cadre de la modernisation de l'état civil. Au total, des centaines d'ordinateurs et d'imprimantes sont mis à la disposition des collectivités territoriales. Le matériel que nous vous remettons aujourd'hui à la disposition des communes permettra aux officiers et agents d'état civil de travailler plus efficacement et d'offrir un meilleur service aux usagers. Il s'agit de 1200 ordinateurs, 1000 imprimantes, 1200 onduleurs, des serveurs et d'autres équipements d'une valeur totale de 1,2 milliard de francs CFA. Cette opération financée par l'Union européenne, que je remercie au passage, s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de digitalisation de l'état civil engagé par mon département à travers l'Agence nationale d'état civil dans le cadre de la mise en œuvre du programme NECAL que je félicite au passage. Monsieur le ministre, je voulais dire que cette opération que vous allez faire aujourd'hui est certes une opération de modernisation, mais c'est également une mesure d'équité territoriale qui permet aux communes rurales d'être au niveau avec les communes urbaines et d'être connectées à l'intranet gouvernemental. Auparavant, la tutelle a effectué une visite sur le site d'indexation des données d'état civil, une infrastructure équipée qui fonctionne avec environ 300 opérateurs et contrôleurs. Leur travail consiste à saisir dans des formulaires les informations contenues sur les actes déjà numérisés. Quelques 19 millions d'actes d'état civil numérisés sont déjà indexés et versés dans la base de données centrale de l'état civil que constitue le registre national de l'état civil. Le registre national de l'état civil ainsi que l'application de gestion des faits d'état civil sont hébergés de manière sécurisée dans des data centers de l'État par CNM SA qui, en plus de fournir 2 sites d'hébergement, a mis en service la connexion de 234 centres d'état civil reliés
à l'intranet gouvernemental. Quelques 255 autres centres seront aussi connectés dans les semaines à venir. Ce travail se poursuit avec les équipes de l'ANEC. À ce jour, l'application de gestion d'état civil est installée dans 145 centres avec la formation des agents. Des séances de travail avec l'ANEC, la Direction générale de la comptabilité publique du Trésor, ainsi que Gaïndé 2000 ont démarré l'intégration de la solution comme concentrateur de paiement dans la plateforme d'offre de services aux usagers. Cette plateforme va permettre aux usagers de demander de manière sécurisée des actes d'état civil sans se déplacer, mais aussi de vérifier l'authenticité des copies d'actes. Le lancement de cet important projet pilote est prévu pour septembre 2024. Ainsi, la modernisation de l'état civil se poursuit et le ministre Moussa Balla Fofana entend accélérer le processus. Allez, retour en plateau, sujet qui nous intéresse et nous interpelle tous parce qu'il y a des candidats au CFE, et ça a été évoqué à la une de quel quotidien, encore Sud Quotidien ce matin, qui malheureusement n'ont pas d'extrait de naissance, n'ont pas d'état civil. Et on en a parlé sur ce plateau, ça c'est les parents qui doivent déclarer les enfants également à temps. Mais au-delà, aujourd'hui, on le sait, il y a une grève dans les services d'état civil aussi. Les deux liés, finalement, ça pose énormément de difficultés. La digitalisation peut-elle nous aider à régler tous ces problèmes? En tout cas, c'est l'objectif qui est visé, hein, que la digitalisation puisse aider vraiment à prendre en charge cette question de l'état civil. Parce qu'il y a certes, comme tu l'as dit, hein, la négligence des parents qui ne déclarent pas leurs enfants et qui attendent qu'ils doivent passer le CFE pour essayer aller chercher le précieux extrait. document. Et je te coupe un tout petit peu. Alioune, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution justement là, on a dit parfois pour les baptêmes, le ngénté comme on appelle ici, qu'il y ait peut-être une autorité religieuse qui puisse le faire, ou même directement dans les hôpitaux, avoir un agent d'état civil qui puisse faire directement ces extraits ou ces certificats de naissance. Mais je crois que ce serait une solution fort envisageable et fort réaliste, facile à faire. Parce que quand même, je pars du principe qu'il y a au moins une structure de santé dans chaque grande ville de ce pays, dans chaque commune à la limite, on va dire, il y a une structure de santé que l'on puisse détacher auprès de cette structure de santé-là, un agent préposé à l'état civil. Et de ce fait, toutes les naissances systématiquement seront enregistrées. Et aucun enfant ne naîtra sans papier. Je crois que ça également, c'est une piste à explorer. Ça s'est fait à l'hôpital Aristide Le Dantec. Ce n'est pas maintenant pour les autres structures de santé, par exemple, de Dakar. Mais à Le Dantec, au moins, beaucoup de Sénégalais, on leur registre là-bas parce qu'ils ont été déclarés à la naissance. À Fan, est-ce que c'est le cas? Non. À Fan, il y a un état civil à Fan et dans beaucoup d'hôpitaux, hein, comme Kaourak et autres. Et j'ai vu en France aussi, comme ce que M. Kane dit, dès qu'il y a une naissance, il y a un officier d'état civil qui s'occupe de tous les papiers, de la déclaration. Avant même de sortir de l'hôpital, vous avez votre acte. C'est l'idéal. Ouais, c'est l'idéal. Et c'est possible de le faire. C'est possible parce que on va vers ça. Hein, parce que quand on digitalise les mairies, les communes, une à une, c'est pour aller vers cette digitalisation pour qu'ils puissent être interconnectés, comme l'a rappelé le ministre. Hein, ils sont tous dans l'intranet administratif de Sénégal Numérique SA. Et pour la sécurisation aussi, ils sont dans nos centres de ressources. Et donc, cette communication qui va avoir lieu entre les différentes mairies va permettre en tout cas de gérer la question de l'état civil plus facilement et de manière beaucoup plus optimale. Et ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Après, la question sur la grève, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Compliqué. Personne n'a compris. En tout cas, ça pose énormément de difficultés. Nous travaillons, bon, Sénégal Service, qui est une entité de Sénégal Numérique, travaille sur l'état civil avec les différentes mairies. Et actuellement, nos agents font face à beaucoup de problèmes pour avoir des papiers pour les usagers. Je vous assure, c'est le cri de cœur de beaucoup de Sénégalais en ce moment. Des parents qui sont véritablement dans des situations dramatiques parce que quand ils vont à la mairie, ça fait un mois que certains font le parcours tous les jours. J'ai rencontré un vieil homme sur place qui m'a dit « Madame, moi ça fait presque 2 mois que je viens ici tous les jours. Il me faut un extrait pour mon fils parce qu'il doit passer un examen, un concours. C'est impossible. Mais jusqu'à quand ? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est vrai que quand même, les conséquences sont assez fâcheuses pour beaucoup de nos concitoyens.
C'est pas facile, parce que je sais que, bon, certainement en coulisses, il y a des pourparlers entre les nouvelles autorités et également ces agents-là, qui sont dans le droit, parce que quand vous expliquez également leur situation, vous vous rendez compte un peu de leur situation, de leur quotidien assez précaire en tant qu'agent des différentes collectivités locales, d'autant plus qu'entre-temps, il y a eu l'entrée en vigueur donc, de cette loi consacrant la fonction publique locale. Mais le problème, c'est qu'en vérité, la question des moyens, en fait, n'a pas été bien prise en charge par cette loi. C'est vrai, maintenant, le statut a changé, mais est-ce que toutes les collectivités aujourd'hui ont cette possibilité-là financière pour suivre le rythme et leur payer ces salaires-là? Je crois que là aussi, donc, ça pose à nouveau sur la table la question un peu du financement, de l'accompagnement des collectivités territoriales. Mais le ministre avait demandé aussi un délai en leur disant on attend jusqu'en septembre pour voir comment régler la situation. Comment régler cela, je pense que, bon, je ne sais pas, docteur Cissé, vous serez peut-être d'avis, est-ce qu'on ne devrait pas leur laisser un peu de temps à nos nouvelles autorités de pouvoir, puisque cette question, elle ne date pas de maintenant. Non, ils ont trouvé exactement, ils ont trouvé cette situation. Est-ce qu'on ne devrait pas lever ce mot d'ordre de grève, leur laisser un peu de temps jusqu'en septembre pour qu'une solution soit trouvée, un petit répit? Oui, je pense, comme dit M. Khan, c'est pourrait qu'il y ait des pourparlers entre eux. Vous savez, quand on est dirigeant de tout un pays, les problèmes des uns et des autres, on a fait son propre problème. Fort probable qu'ils sont en train de discuter entre eux pour trouver des solutions. Parce que ce serait une aubaine que les gens ils sortent de ce grève-là. Nous tous, peut-être, on a eu à subir cela. C'est un peu difficile, vouloir trouver un papier qu'on pouvait vous délivrer en quelques heures. Là, vous courez des mois, quand même, c'est très compliqué. Je suis dans le cas. Sont en train de faire le nécessaire. Je n'arrête pas d'en parler. Je suis dans le cas, c'est pourquoi je n'arrête pas d'en parler. Ça fait des mois que je fais les allers-retours. J'espère que la situation va se décanter très rapidement. Dans tous les cas, on souhaite que nos autorités puissent prendre en charge cette question-là et qu'une solution soit trouvée. Merci mon cher Hassan. 7h17, on avance sur le conducteur. Première partie de la rubrique invité juste après ceci. Bon, l'état civil, il faut ramener le sujet parce qu'il y a la fraude à l'état civil aussi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça aussi. Je suis personnellement concerné aussi. Ah oui? Toi aussi? Non, madame est allée chercher ses papiers. On lui a dit qu'il y a une autre personne qui a pris ton numéro de registre. C'est incroyable. Ça arrive à tout le monde. Et c'est toujours les mêmes noms qu'on retrouve. C'est arrivé à mon cousin avant-hier. Avant-hier, il m'a saisi pour qu'on puisse régler le problème au niveau de la DAF. Pour vous dire. L'état civil, on peut ramener le sujet Oui, bien sûr. La semaine prochaine. Ce serait bien, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais là, on va interroger nos invités. Et on va commencer avec... Non, mais honneur aux dames. Absolument, on est sur la matinale. Khadijatou Sarr-Kébé, merci d'avoir accepté notre invitation. Rappelez à ceux qui nous rejoignent à l'instant que vous êtes la directrice de l'hôpital universitaire de Fann et présidente du réseau des hôpitaux d'Afrique. Voilà, donc la directrice du centre hospitalier national universitaire de Fann, Madame Kébé, Khadijatou Sarr-Kébé, qui est là sur ce plateau pour revenir avec nous sur les objectifs, les grands objectifs donc, de cette 12e rencontre du réseau des structures hospitalières d'Afrique, l'océan Indien et des Caraïbes. Un vaste réseau. Un vaste réseau dont vous avez la délicate mission de piloter. C'est pas facile comme mission. Alors, dites-nous, madame, comment ce réseau-là est-il constitué et puis également les avantages qu'il offrirait à ces différents membres, c'est-à-dire aux structures de santé qui participent. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette belle émission et d'expliquer le RESAOC, comment le RESAOC est né, quel est son objectif et de mettre le focus sur les rencontres de Dakar. Et je me félicite de partager le plateau avec Dr Cissé, avec qui on a déjà vécu à l'hôpital de Pikine, car j'étais directrice, était interne. C'est lui-même qui m'a reconnue. Vraiment. Et je le félicite de son parcours professionnel. C'est important. Donc, le RESAOC, c'est le réseau des hôpitaux d'Afrique, d'océan Indien et des Caraïbes. Vous voyez, c'est presque... sur 3 continents. Voilà. C'est un vaste, vraiment, champ que nos aînés ont eu le courage de défricher en 1996 à Ouagadougou. Le réseau est né depuis 1996. C'est un réseau fondamentalement francophone
mais nous sommes ouverts. Nous n'excluons pas aucun pays et nous sommes ouverts parce que nous pensons que les structures hospitalières, le système hospitalier a besoin d'un socle pour se rencontrer, échanger, faire du benchmarking et avoir un objectif principal de partage de bonnes pratiques dans les hôpitaux, surtout au niveau des hôpitaux africains et des hôpitaux en dehors de l'Afrique. Hier, la délégation du Comore est arrivée à Dakar. Nous attendons beaucoup de pays ici à Dakar. Donc l'objectif principal, c'est de fédérer les énergies et les idées pour pouvoir apporter aux populations les soins les meilleurs dans le management hospitalier, dans l'échange et dans aussi la discussion sur les points fondamentaux, les thèmes fondamentaux qui tournent autour de l'hôpital. Donc les hôpitaux sénégalais sont des membres fondateurs depuis 1996 à Ouagadougou. Donc nous sommes constitués en présidence et secrétariat exécutif. Le secrétariat exécutif se trouve à Cotonou, mais la présidence est tournante. Par exemple, si le Sénégal organise, c'est le Sénégal qui occupe la présidence. Demain, si le Gabon prend le relais, c'est le Gabon qui va assumer la présidence. Donc c'est comme ça que ça marche. Ouais. Alors, vous l'avez dit, ce réseau se caractérise par sa diversité. À la base, c'était un réseau constitué pratiquement que de francophones, mais entre-temps, des lusophones, j'imagine, ont fait leur entrée, de même que les Arabes. Vous avez parlé un peu donc, de cette délégation comorienne. Mais aussi, j'imagine bien, des anglophones. Alors, on sait qu'à travers le monde, il y a différentes approches dans la prise en charge hospitalière, dans le management des structures hospitalières. Souvent, on cite le modèle anglo-saxon comme étant le plus bon. Êtes-vous d'avis? Et puis, que devrait-on faire pour améliorer davantage notre offre de santé, le management et même dans la construction? Parce que dans la construction également, par exemple, si vous allez dans les pays du Nord, c'est en vertical. Pour peut-être beaucoup plus d'efficacité dans la prise en charge précoce des patients et tout cela. C'est des questions qui semblent peut-être banales, mais d'une très grande importance aujourd'hui. Est-ce que tout cela sera au rendez-vous des panélistes? Pour l'instant, nous sommes constitués uniquement de pays francophones. Pour l'instant? Pour l'instant, mais nous sommes ouverts parce que le monde est universel et nous pensons que tout pays a sa place dans le réseau. Donc ça, c'est une éventualité que nous n'excluons pas. Donc, ce que vous dites est important, mais je pense qu'au niveau du Sénégal et dans les autres pays, cette problématique est prise en charge par les directions au niveau du ministère, par une vision macro. Donc, comment on construit les hôpitaux, quelles sont les normes, comment ça doit être constitué, quels sont les flux, quels sont les espaces qui doivent composer un hôpital. Allez à l'hôpital de Pikine, vous faites le tour de l'hôpital en quelques minutes. En quelques minutes parce que c'est un bloc. C'est un bloc, vous entrez au niveau de l'administration, vous faites le tour et vous sortez par la maternité ou par la pédiatrie. Donc c'est un bloc qui est fonctionnel et qui permet vraiment aux populations, aux patients, aux professionnels de pouvoir se mouvoir sans occasionner des embouteillages. Et vous entrez à l'hôpital de Pikine, vous pensez qu'il n'y a pas de malade. Alors que c'est plein de malades, mais les flux sont bien régulés. Donc c'est vraiment un modèle comme Pikine est à l'honneur parce que nous avons tous les deux fait Pikine. C'est un modèle fonctionnel qu'il faut vraiment mettre en exergue parce que c'est un hôpital capital dans la banlieue et qui a fait, comme on parle de qualité, qui a fait son moment dans la production des soins de qualité. Ça aussi, c'est une manière de rendre hommage à tous les directeurs qui ont ouvert et qui se sont succédés à Pikine. Comme quoi, l'architecture d'un hôpital, elle est importante. Oui, elle est capitale. Elle est capitale. Il y a des symposiums qui se font uniquement sur l'architecture d'un hôpital. En plus de cela, ça fait partie de notre patrimoine. L'hôpital principal, vous prenez, il y a des services qui font partie
du patrimoine du Sénégal. Même s'il n'y a aucun espace pour se garer à l'hôpital principal. C'est une petite pierre que je leur lance. Voilà. À l'intérieur, il n'y a que pour le personnel. Exactement. Donc, si vous êtes patient ou bien accompagnant, c'est compliqué. À l'extérieur, il n'y a pas moyen non plus. C'est ça. C'est l'architecture hospitalière. C'est vraiment tout un chantier. Et c'est le patrimoine aussi national de tout pays. Il y a à l'hôpital de Kaolack, d'où je viens, il y a des bâtiments qui datent d'avant les indépendances et qui tiennent toujours et qui sont toujours fonctionnels. Donc, il faut que nous apprenions aussi à visiter les hôpitaux en dehors de l'aspect soins. C'est d'autres aspects culturels et culturels que regorgent les hôpitaux. Mais vous savez ce qu'on dit, non? Dès que vous allez à l'hôpital, les médecins, docteur Cissé, vont forcément vous trouver une maladie. Du coup, on se dit, restons chez nous et n'y allons pas. Mais vous avez probablement raison. Moi, je voudrais vous interpeller sur le thème de cette 12e rencontre. Vous parliez tout à l'heure de qualité de service. Vous allez réfléchir autour de la certification des établissements hospitaliers, de l'état des lieux notamment. Alors, comment se passe cette démarche quand il s'agit des hôpitaux, autant pour moi, la démarche qualité, et qui délivre justement ces certifications-là? C'est ça. Et je vous remercie vraiment de mettre l'accent sur le thème de Dakar 2024, parce que le RESAOC, c'est la 3e fois que les rencontres hospitalières sont organisées à Dakar. Les dernières rencontres, c'était en 2009, c'était sur la gestion des ressources humaines. Donc ce thème aussi était assez capital à l'époque, en 2009, la gestion des ressources humaines. Cette année, c'est la certification des établissements de soins, état des lieux de la démarche qualité dans les hôpitaux du RESAOC. C'est un thème central qui vraiment intéresse l'ensemble des professionnels et les populations et les usagers. Donc, ce thème-là tourne autour de la certification. Qui délivre la certification? Quelles sont les institutions habilitées à certifier un hôpital? Quel est le processus? Quel est le process? Quel est le référentiel qu'il faut suivre pour atteindre la labellisation, par exemple, ou atteindre la certification? Donc, si vous prenez le programme scientifique qui a été élaboré par le comité scientifique autour du professeur Mamadou Sarr, vous verrez que toute la journée du 26, c'est la présentation par les instituts d'accréditation, comme la SOAC, le CRESAS, les instituts d'accréditation sous-régionales. Nous nous sommes ouverts à la Haute Autorité de Santé en France, à l'APH de Paris. Toutes les expériences, ce sera le premier jour pour montrer la démarche, le processus et quels sont les instituts qui sont habilités à accréditer. Donc, on mettra l'accent vraiment pour harmoniser la compréhension, harmoniser le cadre et pouvoir, le second jour et le 3e jour, attaquer le partage d'expérience. Qu'est-ce que le Sénégal a fait depuis lors, le Bénin, la Côte d'Ivoire et tous les hôpitaux, que ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique que les autres n'ont pas. Et c'est ça la raison d'être du réseau. Nous sommes conscients qu'aucun hôpital, aucun pays ne peut pas être meilleur partout. Donc, il faut unir nos forces, unir nos idées pour qu'on puisse aller plus vite. C'est ça l'objectif d'un réseau. C'est comment faire pour aller plus vite dans le sens de la performance. Et c'est pourquoi nous ouvrons et que nous prenons les meilleures idées, les meilleures pratiques dans les pays qui sont ou dans les hôpitaux homologues. Alors certes, au Sénégal, nous avons une carte hospitalière quand même qui se densifie, ça il faut le reconnaître. 45 quand même. Voilà, dans 45 hôpitaux dans notre pays. C'est pas petit, hein, parce que si on se compare à nos pays frontaliers, quand même, le Sénégal, à ce niveau, est une référence. Mais là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau de l'accueil. Là, si le public devait donner une certification, certainement peu d'hôpitaux l'auraient obtenu. Parce que la mauvaise qualité de l'accueil est bien souvent décrié par les usagers. Alors à ce niveau, quels sont les efforts que vous êtes en train de faire? Que devrait-on faire davantage, madame, pour que au moins l'accueil soit véritablement chaleureux dans nos structures de santé? Je vous remercie. Ce point revient toujours. Ça veut dire que
au plus profond des Sénégalais, c'est un sujet qui les intéresse et qui les préoccupe. Et si vous revisitez le programme scientifique, vous verrez que, je pense, c'est un vendredi, notre doyen, le docteur Farba Lamine Sall, va animer un forum, l'accueil tel que perçu, la qualité telle que perçue par les usagers. Et ce sera un forum open aux usagers, aux consommateurs, pour que le ressenti soit exprimé. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est comment standardiser les process et procédures. Parce qu'on parle d'accueil, qu'il y a un taux d'insatisfaction assez important, que les hôpitaux, malgré tout, s'engagent à asseoir une bonne qualité de l'accueil. Le ministère de la Santé exhorte les hôpitaux à une plus grande visibilité de l'accueil, à mieux structurer l'accueil. Vous avez des unités d'accueil dans tout l'ensemble des hôpitaux. Vous avez le bureau des usagers dans tous les hôpitaux. Ça, c'est pour vraiment permettre à l'usager, s'il n'est pas content, de pouvoir s'exprimer. Et ça date depuis plus d'une dizaine d'années. Les efforts, donc, sont là et sont constants. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'harmoniser et de standardiser ces efforts et de bâtir un référentiel pour dire que pour asseoir un accueil, c'est comme ça qu'il faut faire. Le chemin est là, le tracé est là, le référentiel est là. Et de pouvoir faire des évaluations tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour mesurer les écarts. Si à l'hôpital Fann, il y a des écarts par rapport au référentiel, on le note. S'il y a des avancées, on le note. Ça permet aux hôpitaux de superviser, le ministère d'avoir une position de supervision, ce qui est fait, mais ça permet aussi de booster une saine émulation entre les structures. Et ça permet aussi aux populations de mesurer les efforts qui sont faits et les efforts qui restent. Et le troisième aspect, c'est par rapport à la perception. Vous pouvez venir dans un hôpital, vous facturez correctement, vous êtes admis, vous trouvez votre médecin, il vous soigne correctement, tout le processus se passe correctement. Mais à la sortie, il y a un incident, il y a un petit couac, et tout le processus est mis, tombe à l'eau. Donc ça aussi, il faut qu'on puisse mesurer cela, qu'on ne puisse pas dire que je suis mécontent, cet hôpital, etc. Mais il faut dire que du début jusqu'à la fin, j'ai été correctement pris en charge, mais en sortant, j'ai eu ce problème. D'où l'importance des boîtes à idées, pour permettre à ceux qui peuvent écrire de réécrire, ou à ceux qui ne peuvent pas écrire et dénoncer un comportement particulier, d'aller au niveau du bureau des usagers, où il y a un préposé qui est là pour écouter les plaintes et complaintes, et faire un rapport et trouver des solutions immédiates si c'est des solutions qui peuvent être trouvées dans l'immédiat. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il faut que tout ça soit standardisé, harmonisé et évalué. Et c'est l'objet de nos rencontres. Merci beaucoup, Madame Kébé, Khadija Toussar Kébé. Ce fut un plaisir, cette première partie de l'entretien qui vous a été réservée et dédiée, on peut le dire, à l'occasion donc de cette 12e rencontre du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Et dans la deuxième partie, avant la fin de l'émission, bien sûr, on reviendra encore sur le programme. Merci beaucoup, restez avec nous. Merci. Et dans la deuxième partie également, on s'entretiendra avec Dr Cissé. On parlera de diabète chez les tout-petits notamment et de la prise en charge également. Vous avez raison, Madame Kébé. Parfois, c'est juste en allant chercher notre véhicule quand on a déjà suivi tous les soins et tout, qu'il y a de petits incidents qui se passent et ça gâche tout le... Voilà, c'est des choses qui arrivent et qu'il faut prendre en charge. 7h34. On souffle en musique. Voici le clip du jour. Dans un moment, on vous retrouve en plateau pour la suite. Restez avec nous. À tout de suite.
Tu dis que tu es politicien, que tu veux aider les citoyens. Pendant les élections, tu n'hésites pas à sortir les grands moyens. Disponible, gentil, accessible comme Gandhi. Tu es l'enfant du quartier, avec l'État sans pitié, sans quartier. Maintenant que tu es élu, tu ne viens plus, tu nous as oubliés. Tu n'es plus le bienvenu, tu nous as trahis. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau. Oui. Tu disais que tu l'aimais, tu l'as même marié. Tu lui as fait des gosses, 1, 2, 3 jusqu'à 4 gosses. Maintenant tu découches, elle t'en parle, t'en remets une couche. Tu ne veux même plus qu'elle te touche, tu l'as mise sur les bancs de touche. Et maintenant, tu dis qu'elle a vieilli, qu'elle a grossi. Tu dis que t'es enfermé, t'as besoin de liberté. Et tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau. Nga jël sa doom jox ko sëriñ bi ngir mu jàngi alxuraan jàng lu ko jébbal ko mbedd mi ngir muy yalwaar. ñoo ñuy toog di leen seetaan, góor gi toog di leen seetaan, waajur yi toog seen kër te jéemu ñu am benn idée. Hakki la faute ñun la wala ñoom la sëriñ bi waajur yi yeew. Non-assistance à des enfants en danger. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau. 7h37, c'était le clip du jour avec Maoussé Dibé. On poursuit avec le bulletin d'info, le tout en images. Dans la deuxième partie de cette émission, des conseils santé encore pour vous. On se dit à tout de suite. Les vols retour de la Mecque ont commencé à atterrir. Des centaines de pèlerins sénégalais ont ainsi foulé le tarmac de l'AIBD. La situation de certains d'entre eux est préoccupante. Ils présentent un syndrome respiratoire. Donc on s'est dit que probablement il y a une épidémie de type respiratoire et il était de notre devoir de pouvoir surveiller surtout les pèlerins au retour en mettant en place un dispositif de dépistage pour tout ce qui est en rapport surtout avec la COVID-19. Les autorités sanitaires aéroportuaires sont en alerte. Un dispositif médical d'accueil est déployé à la coupée des aéronefs. Nous avons des équipes qui vont au pied de l'avion à fournir les masques aux pèlerins. Et ensuite, nous avons un dispositif d'urgence qui nous permet de voir un peu les cas compliqués à la descente de l'avion et les prendre rapidement en charge. Nous proposons aux pèlerins de se faire dépister. Le masque fait donc son retour comme moyen de prévention du pèlerin et de son entourage. Dans une salle, un homme enquifié se fait prélever. Les échantillons sont envoyés dans un laboratoire spécialisé. Un certain nombre est revenu positif. Des taux qui oscillent entre 20 et 40-60% de positivité en fonction des vols. Et il est important de souligner que les pèlerins qui vont quitter Jeddah, de porter le masque avant d'entrer dans l'aéronef pour venir au Sénégal. Et ici, de continuer aussi de porter le masque. Pour les autorités sanitaires centrales, l'urgence est à la surveillance et au contrôle de la situation pour éviter la dissémination des germes. Il y a des cas qui étaient suspects et c'est des cas qui sont avérés. Et là, on est en train de leur fournir l'information pour qu'au niveau de leur maison, qu'ils puissent prendre les dispositions pour éviter que la maladie se mette à se propager et surtout qu'on puisse
limiter ou même supprimer les fameux ganalais qu'on a l'habitude de faire. Limiter ou se passer de ces accueils familiaux ou ganalais qui regroupent du monde est une adaptation nécessaire pour éviter une reprise infectieuse dont le Sénégal voudrait bien se passer. Dans sa ferme volonté de soulager les populations sénégalaises, le gouvernement s'est résolument engagé avec toutes les parties prenantes dans une dynamique de réduction des prix des produits et services de grande consommation, notamment le riz, le sucre, l'huile de palme, la farine de blé, le pain, le ciment, les engrais et les télécommunications. À cet égard, des séries de concertations ont été menées sur la période du 30 avril au 20 juin 2024. En ce qui concerne les meuniers, ils ont été reçus d'abord par le Premier ministre le 17 mai 2024. La délégation était composée des représentants des Grands Moulins du Sénégal, de FKS, de NMA, OLAM, Sedima et MDS. Les meuniers ont été ensuite reçus par le ministre de l'Industrie et du Commerce le 19 juin 2024. S'agissant des boulangers, des rencontres étaient tenues avec les services de la primature ainsi qu'avec ceux du ministère en charge du Commerce et de l'Industrie. À l'issue de ces travaux, des mesures de baisse de prix ont été annoncées et validées lors de la réunion du Conseil national de la consommation tenue le vendredi passé, le 21 juin 2024, en présence de 200 participants. De façon inattendue, l'Association des meuniers industriels du Sénégal, AMIS, a par voie de presse contesté les mesures prises sur la farine et a décidé de suspendre la production et les ventes de farine boulangère avec l'objectif de compromettre l'approvisionnement des ménages en pain. Le gouvernement de la République du Sénégal condamne fermement cette attitude. À cet égard, il tient à rappeler que la détermination des nouveaux prix de la farine de blé résulte d'analyses techniques et rigoureusement fondées sur une structuration des prix adossée à l'évolution des coûts du marché international ainsi qu'à l'actualisation des autres charges. Il ressort des analyses effectuées par les services compétents qu'il existe des écarts importants sur les coûts d'approvisionnement des meuniers avec des prix CAF, coûts assurance fret, pouvant varier de 241 €, c'est-à-dire 150 000 francs CFA, à plus de 300 €, c'est-à-dire 200 000 francs CFA la tonne. Ce qui pourrait s'interpréter comme des surévaluations des charges au profit des sièges ou une minorisation des résultats. Cette situation reflète des pratiques commerciales douteuses, assimilables à des actes anormaux de gestion. À titre d'illustration, l'entreprise Les Grands Moulins du Sénégal, dans le cadre d'une importation, a chargé sur le même bateau une cargaison en même temps qu'une autre minoterie avec des coûts différents largement supérieurs. Sur la période de mars à juin 2024, il apparaît que la subvention ne dépasserait pas 225 francs CFA par sac de 50 kg. Sur la base des cours à terme projetés à fin 2024, les calculs font ressortir un coût du sac aux alentours de 15 200 francs. Il apparaît donc que la subvention ne dépasserait pas 882 francs CFA par sac de 50 kg. Par ailleurs, l'examen des états financiers de ces sociétés fait ressortir que les activités de minoterie sont notablement rentables, avec en 2023 des chiffres d'affaires de 110 milliards et des bénéfices variant de 2 milliards à 14 milliards. Sous ces considérations, le gouvernement met en demeure les meuniers de poursuivre les activités de production dans le respect des prix nouvellement arrêtés. À défaut, le gouvernement de la République du Sénégal prendra toutes ses responsabilités, sans exclure aucune option, afin d'assurer l'approvisionnement correct du marché et régulier. Des évaluations sont en cours pour prendre en charge les préoccupations liées au stock déjà en place. Enfin, au regard des pratiques commerciales douteuses susvisées, l'État entreprendra des missions de vérification au niveau de ces minoteries. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était le bulletin d'info sur votre matinale. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue chez vous finalement. La dernière partie de cette émission sera consacrée à la santé des tout-petits. On parle notamment de prise en charge du diabète chez les enfants avec Dr Cissé.
Cissé qui est avec nous. Voilà, donc le feuilleton santé qui se poursuit. Hein. Après, donc, les structures devant accueillir tout ce personnel, les patients. Place aux médecins, représentés ici par le docteur Ahmadou Fall Cissé, qui est endocrinologue, diabétologue, nutritionniste. Il est surtout là en sa qualité de membre donc, de l'AEDES. L'AEDES, je le rappelle, hein, c'est l'association Assistance aux enfants diabétiques. Alors, je pense que vous êtes là pour combler un vide hein, qui existe dans la prise en charge un peu des diabétiques au Sénégal, parce qu'on a tous l'impression que le diabète ne concerne pas les tout-petits. Hein. Mais moi, certainement, souvent, par un certain abus, je suis fondé à croire que le diabète, quand on en parle, c'est peut-être pour les personnes adultes, voilà, les personnes d'un certain âge. Or, tel n'est pas le cas, docteur. Oui, c'est très vrai. Quand on parle de diabète, on fait focus sur les sujets âgés. On parle plus de diabète de type 2. On fait beaucoup plus de communication, mais ça, c'est partout dans le monde. Et même si on voit les chiffres... Plusieurs études qui sont faites chez les diabétiques de type 2, les diabétiques de type 2 âgés. Donc, diabétique de type 2, c'est pour les personnes âgées? C'est ce qu'on disait jusqu'à ce qu'on puisse voir maintenant des enfants qui font des diabètes de type 2. De type 2? Ah oui, ça aussi, ça existe. Mais ce n'est pas seulement... Allez-y, docteur. Quand on parle de diabète de l'enfant, on fait plus focus sur un diabète de type 1 qui est dû à une dégénérescence des cellules qui devaient produire de l'insuline qui vont faire que malheureusement l'enfant il va développer son diabète, qui n'est pas la même explication pour un diabète de type 2 où là-bas il y a beaucoup de facteurs qui vont se réunir, des notes génétiques, le mode de vie, l'obésité, la sédentarité qui peuvent favoriser cela. Ce qui fait que voilà, en nombre, on a beaucoup plus de diabétiques de type 2 que de type 1, d'où une communication plus orientée vers les diabétiques de type 2, ce qui malheureusement fait que ces populations pédiatriques, les enfants, ils sont un peu oubliés, on peut dire ainsi, mis en rade, mais c'est quelque chose où on doit faire focus. Parce que vu que les chiffres augmentent, on est tous probablement exposés à voir un jour un enfant qui allait développer son diabète. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas que le type 1 qui survient chez un diabétique, c'est un enfant. On peut en voir chez des enfants des diabètes de type 2, bien que c'est rare quand même, mais ça peut exister là-bas. Et c'est ce que vous voyez au gré de vos consultations? Oui, plus des types 1, de plus en des plus enfants. De patients assez jeunes? Oui. Bon, si on parle de diabète en général, maintenant, c'est des jeunes qui deviennent diabétiques quand même. Parce que moi, quand je faisais à la fac, quand on apprend le diabète, pour identifier le type 1 et le type 2, on parlait de l'âge. Diabète de type 2, 45 ans et plus. Et ça ne fait pas longtemps. Maintenant, dans nos consultations, quand on parle de diabète de type 2, on en voit 20 ans, 25 ans. Donc, on ne parle plus d'âge pour caractériser le diabète. Donc, il y en a vraiment de tout âge quand même. Comment on explique cela, docteur? C'est le mode de vie, c'est notre alimentation? C'est lié à tout cela, finalement? Oui, quand on parle de diabète, voilà, il y a, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de facteurs qui sont impliqués. Le mode de vie, en pole position. Si on disait, nos grands-parents, ils étaient bien, robustes, je l'avais dit tout à l'heure. Ils pouvaient vivre des centaines d'années, bien. Le mode de vie l'expliquait. Bon œil, bon pied. Maintenant, le cas aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, 25 ans, on développe un diabète, on identifie directement les facteurs. C'est le mode de vie, une mauvaise alimentation, sédentarité, développement de l'obésité. Tous ces paramètres qui font que maintenant la prévalence du diabète, elle est vraiment extraordinaire. Mais chez les enfants, quand même, c'est autre chose. Ce n'est pas une volonté. Le plus souvent, un diabète de type 1, parce que quand on parle d'enfants, on parle plus du diabète de type 1. Chez le diabète de type 1, comme je dis tout à l'heure, en fait, les cellules qui devaient produire de l'insuline pour pouvoir permettre la régulation du glucose sont détruites. Ce qui fait que quand l'usine est détruite, il n'y aura plus de production d'insuline, ce qui fera que le sucre il va rester élevé dans le sang. Et malheureusement, comme c'est des enfants, quand on ne s'y prépare pas trop, on peut les perdre facilement parce qu'ils vont faire des complications aiguës qui peuvent vraiment être fatales des fois chez les jeunes diabétiques. Et c'est quand même des choses à déplorer. On pourrait éviter, juste quand on y pense, on peut vraiment améliorer beaucoup de choses chez ces enfants-là. Les enfants naissent avec ce dysfonctionnement ou c'est avec le temps qu'on... Il y a des enfants qui peuvent naître avec un diabète, c'est un autre type de diabète. En réalité, quand on parle de diabète, il y a beaucoup de types de diabète. Il y a le diabète, ce qu'on appelle le diabète néonatal. C'est un enfant qui naît à J1 de vie qui peut développer son diabète. Parce que ça, c'est des modifications qui se font au niveau interne, au niveau, voilà, beaucoup de cellules qui vont faire que, à la naissance, il n'y a pas de production. Donc ça, c'est un enfant qu'il faut accompagner. On les gère et puis
les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Ah, ok. Ce n'est pas le même processus que le diabète de type 1. Son diabète peut disparaître à lui. Non, c'est un diabète. Le diabète, il s'installe, surtout chez les enfants, là, c'est à vie. Ah, oui. Parce que les cellules qui doivent produire l'insuline, qui doivent permettre la régulation du glucose, ne sont pas opérationnelles. Donc, impérativement, c'est quelqu'un qu'il faut accompagner. Parce que le seul objectif, c'est que cet enfant-là soit bien géré, qu'il soit en normoglycémique. On doit tout faire pour que sa glycémie soit normale. Vu que l'organisme ne produit plus d'insuline, il faut juste apporter de l'insuline en exogène pour pouvoir compenser ce gap. Si le management se fait bien, cet enfant pourrait vivre sa vie sans problème. Avoir un quotidien normal. Normal, sans souci. Malheureusement, l'accompagnement fait défaut. C'est là où intervient votre association. Oui. L'association Assistance aux enfants diabétiques. Cette association est née quand même d'une idée qui est, on peut dire, fatale. C'est M. Ba qui avait eu son enfant qui avait un diabète de type 1, hospitalisé chez Mme Kébé. Malheureusement, elle est partie. Et quand il était là-bas en tant qu'accompagnant, on parlait tout à l'heure de la gestion des structures hospitalières, en tant qu'accompagnant, lui, il a vu que beaucoup de parents vraiment vivraient le calvaire pour la gestion de leurs enfants qui étaient hospitalisés. De là, il s'est dit que pourquoi pas essayer d'apporter sa pierre à l'édifice en essayant d'aider tant que possible ces populations-là. Comme son enfant faisait un diabète de type 1, il a pris comme initiative d'aider les enfants diabétiques. C'est de là où est née cette association-là, qui est venue, on peut dire, en appoint. Parce qu'il n'est pas venu créer quelque chose de nouveau, parce que le système sanitaire sénégalais est tellement bien organisé, il y a presque un peu de tout partout. Mais s'il y a un gap quelque part, et on voit quelqu'un qui veut vraiment accompagner, il faut l'appuyer et l'accompagner dans ce processus. C'est de là où est née l'idée de l'association AEDS, Philomène Zéroba, pour essayer tant que possible d'apporter le peu qu'ils ont pour pouvoir aider cette population pédiatrique qui vit le diabète. Okay. Hassan? Oui, tout à l'heure, vous parlez des enfants qui sont nés avec le diabète, j'ai bien compris, mais vous avez parlé avant aussi des enfants dont les cellules qui devraient produire l'insuline sont détruites. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette destruction? C'est un comportement nutritif ou il y a d'autres facteurs? Pour le diabète de type 1, en réalité, c'est un processus auto-immun, c'est des anticorps. Les anticorps, leur rôle, c'est nous protéger. Mais c'est comme on dirait qu'il y a de ces anticorps qui vont devenir fous. Ils ne vont plus reconnaître le soi et ils vont attaquer les cellules du pancréas pour les détruire. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense que c'est le sens de ça. Sur la cause, on peut identifier quelques paramètres. Il y a certaines infections qui ont été identifiées, plus virales. Des fois, des infections virales, comme un enfant qui peut faire une petite varicelle, il a une infection virale. Mais ce virus va déclencher beaucoup de processus qui, à un certain moment de sa vie, vers 5 ans, 6, 7 ans, quelque chose comme ça, vont attaquer maintenant ces cellules du pancréas et les détruire. Donc là, ce n'est pas en réalité qualité de vie ou quoi que ce soit, mais c'est un processus auto-immun où nos anticorps commencent à ne plus reconnaître le soi et vont détruire ces paramètres. Ce n'est pas une note génétique en soi, bien que c'est identifié maintenant quelques gènes qui ont été impliqués dans la genèse du diabète de type 1. Mais le plus souvent, c'est des petites choses qu'on peut vraiment banaliser, une petite infection qui, quelques années après, pourrait entraîner ce processus de destruction des cellules du pancréas. Il y a le facteur génétique aussi, généralement. On nous dit quand il y a du diabète dans une famille, il faut faire attention. Les enfants aussi vont être diabétiques dans cette logique-là. Est-ce que véritablement, tout parent, ou en tout cas dans toute famille où il y a des diabétiques, les enfants sont sujets au diabète? Là, on parle des facteurs, on dit un risque. Avoir un risque de faire un diabète ne veut pas dire qu'on va en faire. Avoir un parent diabétique nous expose à faire un diabète. Un enfant peut, dans une note génétique, si on suit la logique de la génétique, développer, c'est là où on parlait d'un diabète de type 2, c'est plus une note génétique. Mais il y a beaucoup de facteurs qui seront impliqués dans ça. Quelqu'un qui a déjà des notes génétiques, des antécédents familiaux de diabète, et qui est obèse,
On sait que l'obésité aussi, c'est un autre facteur Ça, pour développer un diabète. Jeunes, Une mauvaise alimentation, c'est un facteur aussi pour développer un diabète. Celui-là, il s'accélère vers le processus du diabète. C'est-à-dire, c'est comme si on disait que le diabète est de l'autre côté, moi je cours vers. C'est ça. Ce qui fait que maintenant, on voit des enfants qui peuvent développer un diabète, mais de façon très précoce, avant l'âge même qu'on décrivait bien avant. Docteur, et la prise en charge du diabète, justement, chez les enfants, est-ce qu'elle se fait de la même façon que chez les adultes? On sait que pour ce qui est de la prise de poids, par exemple, on dit que c'est difficile de mettre un enfant au régime. Donc, comment se fait finalement la prise en charge chez les patients jeunes diabétiques? Tu ne peux pas résister à un bonbon sucré. Oui, c'est très compliqué. Le diabète de type 1, heureusement, un diabétique de type 1, sa prise en charge, c'est juste compenser ce qui manque. C'est un problème de sécrétion d'insuline qui est là. Donc son traitement repose sur lui administrer de l'insuline. Un enfant, il a besoin de croissance, il doit grandir. Donc il n'est pas dans des restrictions comme si c'était un sujet âgé diabétique de type 2. On va essayer d'éliminer beaucoup de choses dans son alimentation. Non, ce n'est pas ça chez l'enfant. Maintenant, un enfant qui est diabétique, déjà, son organisme ne peut pas réguler le peu de sucre qui est là. Parce que le sucre, quoi qu'on puisse dire, on en a besoin pour fonctionner. C'est un substrat énergétique extraordinaire. Mais le peu que nous consommons, si on n'a pas d'insuline, on ne peut pas l'utiliser. Il faut juste comprendre que l'insuline permet de capter le sucre du sang pour l'amener à l'intérieur de la cellule, pour que la cellule puisse en faire de l'énergie. Maintenant, l'enfant qui n'a pas ça, on lui donne de l'insuline. Mais on sait que le peu qu'on consomme ne peut pas être catabolisé. Donc, c'est là où vient, il faut juste lui faire éliminer le sucre qu'il doit consommer tant que possible, mais il n'est pas soumis à des régimes alimentaires comme si ce serait chez le sujet âgé. Donc, on fait plus focus sur le traitement insulinique chez les enfants, ce qui est vraiment très, très compliqué. Parce que manager un enfant, c'est difficile. Il faut le conscientiser pour qu'il s'approprie sa maladie, que la famille soit là comme des accompagnants, que les médecins soient présents et à l'écoute de l'enfant. C'est plus compliqué que gérer un sujet âgé qui est vraiment cortiqué, qui connaît tout ce qu'il y a comme complications pour son bien-être. Alors que l'enfant, des fois, à la limite, ce n'est pas son problème. Lui, il vit son diabète, c'est les parents qui stressent, mais pas lui. Donc, il fait ce qu'il veut. Mais c'est un management où on doit impliquer vraiment, on peut dire même toute la population. C'est des enfants qui seront à l'école, donc les gens qui sont à l'école, l'administration de l'école doit être impliquée. La famille, les amis, beaucoup de gens. Parce qu'il faut une éducation de masse pour gérer un patient diabétique, un enfant. Parce que voilà, par exemple, on peut dire qu'un enfant diabétique, lui, il doit savoir c'est quoi une hypoglycémie. Parce que quand on se pique de l'insuline, le taux de sucre peut baisser. Il n'y a pas d'autres alternatives aux injections? Pour le moment, non. Il y a que les injections. Jusqu'à là où on dit qu'il n'y a pas encore d'alternative. Mais les avancées se font. On est en perspective de l'insuline orale, mais bon, pas actuellement disponible pour le moment. Merci beaucoup, docteur. Alors, revenez avec nous en une minute sur vos principales attentes, vos besoins, les besoins de l'association pour être beaucoup plus au chevet, beaucoup plus au service véritablement de ces enfants et de leur famille. Vous aurez besoin de quoi? On dit que l'association AEDS est là pour aider. Oui. Quelqu'un qui vient pour dire que moi, je veux aider des enfants, vraiment, tout le monde devait venir derrière lui pour aider ces enfants-là. On n'est pas là pour aider l'association, mais on est là pour aider les enfants diabétiques. Et ce sera un combat pour nous tous. Déjà, c'est une association qui a commencé par de petits gestes, parce qu'ils savent qu'il y a déjà des programmes qui ont été faits, qui sont en cours. Il y a un programme CDIC qui est mené par un laboratoire, piloté par notre maître, le professeur Babacar Niang, qui font tant que possible ce qu'ils peuvent pour pouvoir gérer. Et l'association, quelques gestes qui ont eu à être faits, ils sont allés au niveau de l'hôpital, au niveau de Kaffrine, faire des dons de médicaments d'appui. Ils ont fait de même dans des crèches. Ils font de leur possible. Donc, tout ce qu'il y a de bien pour pouvoir les accompagner, il faut s'y mettre. Et c'est un combat collectif. Il ne faut pas qu'on voit l'association comme une entité là, que les gens doivent aider. On doit voir l'association comme une entité que tout le monde doit venir en appui pour les enfants diabétiques. En tout cas, docteur Cissé, merci beaucoup. Bravo et félicitations pour tout ce que vous faites donc pour ces enfants dans le cadre de cette action pleine de bénévolat, parce que c'est du bénévolat que vous faites au profit donc, de ces enfants et de leurs familles respectives. On donne donc les dernières minutes à notre première invitée, Mme Kébé Khadijatou Sarr Kébé. Je rappelle que vous êtes donc la directrice du Centre hospitalier national universitaire de Fann, mais vous êtes là à votre qualité de présidente donc, de ce réseau, le réseau
des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes qui se dirigent vers sa 12e rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette 12e rencontre en termes de programmation, madame? En une minute, très rapidement. En une minute, vraiment, c'est remercier d'abord le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que tout ce que nous le faisons sous son autorité. Et c'est parce que le ministère de la Santé a accepté que les rencontres se tiennent que Dakar organise. Donc nous remercions aussi le docteur Ibrahima Sy, le ministre de la Santé, d'avoir reçu le comité d'organisation et le comité scientifique. Et il va lui-même procéder à l'ouverture. Et il participera par l'intérêt du thème aux travaux. Donc ça c'est un grand honneur pour le Sénégal que le ministre en personne vienne participer et présider la réunion technique, qui est une réunion capitale et qui doit déboucher sur une feuille de route. Et c'est à partir de cette feuille de route que la standardisation, nous espérons la standardisation et l'harmonisation des démarches. Et c'est important pour qu'on puisse capitaliser et avancer nous tous ensemble et que la démarche qualité ne soit plus des actions individuelles et volontaires. Voilà. Merci beaucoup, Khadijatou Sarr Kébé. Merci Merci d'avoir accepté notre invitation travaux. ce matin. Docteur Ahmadou Fall. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to warning, which makes me know where is the line was left. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand.